Donc, je vais commencer l'enregistrement maintenant. Ok. On attend encore les juges avant de commencer à proprement dire. Donc, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Ils devraient être là d'un moment à l'autre. Donc, j'ai quelque chose à vous partager ici. Donc, encore bienvenue. Vous devrez par maintenant tous avoir le lien pour voir c'est quand est-ce que votre présentation commence. Les juges et les clients voudront ouvrir le formulaire d'évaluation et commencer à se familiariser éventuellement avec la rubrique, savoir les différentes parties et ce sur quoi les évaluations porteront. Et profiter des présentations. Il y aura des invités qui vont venir aussi, qui pourront venir dans les breakout rooms pour voir ce que vous êtes en train de faire, d'autres étudiants, des invités, etc. Et si vous avez des questions ou vous avez quelques petites préoccupations spécifiques, n'hésitez pas à me les faire savoir dans le chat si quelqu'un est en train de présenter. Donc, juste un rappel, à titre de rappel, ce sera 3 minutes de présentation par groupe et 5 minutes de questions. Donc, si vous arrivez à 3 minutes de présentation, je serai obligé de vous couper. Et on va directement passer aux questions pour pouvoir permettre à l'autre groupe d'avoir ces 3 minutes et 2 minutes pour laisser à l'autre groupe de se préparer et commencer aussi à avoir 3 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Donc, pour les juges qui viennent d'arriver, je pense que Simon, bonjour. Claude, bonjour. Bonjour. Nous avons Daniel qui est le client, c'est ça? Oui. Parfait, bonjour. Bonjour. Donc, je pense que tout le monde est là. Je vais vous laisser vous présenter également avant qu'on puisse commencer rapidement. Donc, si vous voulez, on peut commencer par Daniel. Oui, mon nom c'est Daniel. Je suis constable pour le service de police d'Ottawa. Je suis dans un poste à identité judiciaire dans l'unité de forensics. Ma spécialité, c'est les scènes de tir. Puis nous, on a une façon, pour les juges, on a une façon de mesurer les angles de trajectoire avec 2 angles, de l'angle vertical et horizontal. Et avec ça, on peut reproduire la scène dans un système, dans un ordinateur, dans un genre de CAD pour la cour. Et aussi pour faire des calculs plus tard, pour être capable de déterminer soit la position du tireur ou la position du véhicule, la position de la victime, et ainsi de suite. Mais mon problème, c'est que la façon de faire présentement était quand même difficile. Puis ça prenait plus qu'une personne. Ça prenait 2, des fois 3, pour être capable de prendre tous les outils qu'on a besoin, puis de photographier les résultats. Puis on avait quand même une petite marge d'erreur qui est correcte par rapport à tous les autres systèmes de police. Ici, on l'a comme accepté un peu. Puis je voulais essayer d'enlever cette marge d'erreur-là ou peut-être la réduire, puis aussi avoir un système que je peux faire des calculs seul, surtout dans des petits corps policiers où on n'a pas accès à 3-4 policiers pour faire la scène, la reconstruction d'une scène comme ça. J'avais demandé aux étudiants puis à l'Université d'Ottawa de m'aider avec ça. C'est là où on en est. Parfait. Merci. Claude? Merci. Bonjour, Claude. Je suis professeur à la faculté de génie, ancien doyen de la faculté. Ça fait quelques fois que je juge Design Day. Plaisir de vous voir tout le monde. Parfait. Merci. Simon? Bonjour.
Simon Martin, je suis designer industriel dans différents domaines, surtout en injection de plastique pour des boîtiers électroniques. J'ai fait aussi de l'équipement de sport, puis plus récemment de l'appareil médical. Donc, un range assez grand d'expérience dans le domaine du design industriel. Merci. Et Véronique, Geneviève, pardon, pour terminer. Oui, moi, je suis une ex-étudiante de l'Université d'Ottawa en génie mécanique. Et puis, j'enseigne maintenant au secondaire en maths et en sciences physiques. Je suis aussi créatrice de cours en ligne à partir de cours universitaires. Merci. Donc, je vais demander sur ce au groupe FB1 de commencer sa présentation. Okay. Bonjour tout le monde. Merci. Je suis Mamoutou Sissé, représentant du groupe FB1. Je voudrais demander la permission pour partager mon écran. Aussi, suite à des problèmes de connexion, je ne pourrais pas allumer la caméra, juste pour vous faire savoir. Oui, j'ai permis le partage d'écran. Maintenant, ça devrait être correct. OK, voyez-vous mon écran? Bien sûr. OK, donc bonjour à tout le monde. Nous sommes le groupe FB1 intitulé MMSK, constitué de Mamoutou, Mokhtar, Sami et Khalil. Et pour une petite mise en contexte, nous sommes devant vous parce que nous avons rencontré le 26 janvier passé M. Daniel Deschamps, qui nous a exposé son souci, son inquiétude par rapport à l'outil qu'il utilise actuellement pour la résolution, pour la mesure des angles verticaux et horizontaux, ce qui lui sert à reconstituer les fusillades, ainsi résoudre les crimes. Alors, l'outil utilisé actuellement par M. Deschamps nécessite au moins 2 personnes pour la mesure de l'angle, ce qui n'est pas toujours possible. Et donc, également, l'outil présente une certaine marge d'erreur de 5 degrés. M. Deschamps souhaiterait donc améliorer son outil. Donc, notamment, il voudrait un outil qui puisse être utilisé par une personne et, si possible, annuler ou bien réduire cette marge d'erreur de 5 degrés. Alors, suite à ces inquiétudes formulées par le client, nous sommes lancés dans un processus de pensée conceptuelle où nous sommes arrivés à un certain nombre de prototypes dont le final se présente comme suit. Et j'aimerais partager une petite vidéo YouTube avec vous rapidement pour vous présenter notre prototype. Comme vous pouvez le voir ici, notre outil reste très compact. L'intérêt de cet outil est de mesurer un angle grâce aux 2 bras qui sont connectés à un bras. Les 2 bras sont connectés grâce à des joints situés ici. L'intérêt est de faire tourner les 2 bras à un angle de 360 degrés. Et l'intérêt d'avoir 2 bras est de pouvoir mesurer un angle horizontal et vertical en même temps. Ici, nous avons connecté un ruban curviligne qui nous sert de lecture de l'angle qu'on souhaite mesurer. Alors, vous avez pu apercevoir notre prototype final qui était d'abord censé être avec un plastique plus solide, mais nous avons passé la commande, mais à cause de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu obtenir la bobine à temps pour pouvoir faire l'impression. À part cela, pour les caractéristiques de notre outil, l'outil pèse environ 65 grammes et sa marge d'erreur moyenne est de 2,6, ce qui est largement inférieur aux 5 degrés du client actuel. Et puis, le format de l'outil est à peu près semblable à celui d'un couteau suisse, ce qui lui confère une certaine compacité incroyable. Donc, vous pouvez même la ranger dans la boîte à gants d'une voiture de police, notamment. Donc, elle est assez solide aussi. Donc, niveau résistance, il n'y aurait pas de souci à ce niveau. Elle est sécuritaire à cause du plastique utilisé qui n'est pas du tout tranchant. Je vais devoir arrêter la présentation dans 3 minutes et on va passer directement à la séance de questions. L'équipe PSV2 se prépare.
Hmm. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était ça, c'était le point de pivot. Parce que j'ai la misère à voir un peu. Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que vous avez fait des tests? Oui, nous avons fait des tests avec un carton de téléphone donc, qu'on a utilisé verticalement aussi horizontalement. Et puis l'outil est assez, effectivement, vous avez parlé du point de pivot lors de notre rencontre 2. Et suite à des tests, nous avons changé le plastique utilisé une ou deux fois parce que, comme vous l'avez dit, les joints aussi utilisés ne permettaient pas la rotation du point de pivot, ce qui faussait les mesures. Ouais. Et nous avons effectué plusieurs changements. Nous avons effectué plusieurs impressions sur 3D et puis le point de pivot actuel est assez convenable. Je voyais aussi que ce que j'avais un peu à le voir, le voir comme utilisé sur un mur ou sur un véhicule. Je pensais que comme il y avait un point de pivot, il y avait un petit morceau qui dépassait. Je ne sais pas si ça va être dans le chemin, je ne me souviens pas. Je ne sais pas si je peux voir la présentation encore. Et je peux partager mon écran. Partager sur l'écran, juste vite fait, je vais voir ce que j'ai comme vu. Vous parlez de la vidéo? Non, est-ce qu'on peut descendre de là, je pense? Juste voir les diagrammes que vous avez attachés avec la vidéo. Est-ce que vous l'avez? Ici? Oui. Quand même, je ne sais pas si c'est dur à dire, mais la quatrième image, celle en bas à droite, on dirait qu'il y a un espace entre la boîte, je ne sais pas si c'est juste la photo, là, entre la boîte puis le bras. le bras. Mais il touche à un point, puis l'espace à l'autre point. Je ne sais pas si c'est. Vous n'avez pas eu de difficulté avec ça? Non, pas vraiment. Et puis celui-là, oui, pas vraiment. OK. Ouais. Moi, j'avais une question au niveau de l'utilisation. Quand vous utilisez cet outil-là de mesure, vous le placez sur une surface où le projectile a pénétré ou comment c'est que vous installez pour faire la prise de mesure? Effectivement, merci pour votre question. Effectivement, pour l'utiliser en place sur une surface où le projectile est entré, donc on s'est servi d'un boîtier de téléphone comme étant comme un mur et nous avons transpercé cette boîte de téléphone-là et on s'est servi de cela pour faire nos essais. J'imagine que c'est dans pas toutes les situations, les surfaces sont planes. Est-ce que ça peut être adapté à une surface qui serait irrégulière, par exemple? Je suppose que vous parlez des surfaces comme les plans inclinés, comme les capots les toits de voiture et autres. Effectivement, l'outil est assez. On avait pensé à des aimants, notamment, pour pouvoir permettre à l'outil d'être fixé, mais cela compliquait un peu la mesure et nous voulons un outil assez simple à utiliser où l'utilisateur n'aurait pas besoin de des années d'expérience pour l'utiliser. Et avec l'outil final actuel, il est assez utilisable sur différents plans. OK, merci. Merci à vous. Je me souviens bien, vous avez mis des niveaux à bulles aussi, hein? Non. Vous n'avez pas? Okay. Non. On doit peut-être l'ajouter pour faire sûr, justement, que le niveau est à 90 degrés, les deux côtés, là, surtout si les surfaces sont pas lisses. Vous pouvez mettre votre rapporteur ou votre outil pour faire sûr qu'il est au 90 ou qu'il est au niveau des deux façons. Ça va être très important pour les résultats. Là. OK, d'accord. Merci, c'est noté. Merci. Merci. La séance va prendre fin pour vous. Merci pour votre présentation. On va demander au groupe FB2 de commencer maintenant.
Bonjour, juste un instant, on va partager l'écran et on va commencer. Bonjour, hi, nous sommes le groupe KAMMM constitué de Kessia, d'Amelia, de Mohamed Diop, de Mohamed Samsoudine et de moi-même qui suis Mohamed Guindo. Donc, bienvenue. Nous avions eu à rencontrer M. Dan Deschamps qui rencontrait un problème dans l'exercice de ses fonctions. Il est détective à la police d'Ottawa et il avait du mal à prendre les angles de tir causés par les balles. Donc, nous l'avons rencontré dans ce sens et nous avons récolté ses besoins exprimés que nous avons priorisés par ordre d'importance. Et nous avions récolté des besoins et ces besoins étaient la précision, la stabilité, l'abordabilité qui était un besoin moindre, la démontabilité et la simplicité qui étaient des besoins intermédiaires. Et ce qui nous a donné, après plusieurs prototypes et plusieurs essais, ce qui nous a donné le KAMMM, qui est constitué de 2 rapporteurs, d'un demi-rapporteur, des anneaux, d'une sphère tridimensionnelle qui permet le mouvement dans les 3 dimensions et d'une tige. Et voilà, en image, le prototype complet que nous avons obtenu. Donc, ça, c'est le KAMMM. Et nous avons effectué des tests, des séries de tests où nous avions des valeurs ciblées et nous avons eu des valeurs qu'on a obtenues. Et après ces tests, nous avons vu que la plage d'erreur était inférieure à 3 degrés, ce qui est très concluant. Donc, je vous prie d'épingler l'écran de Amelia qui va vous présenter le prototype physique. En attendant, nous avons les différentes parties ici et nous avons les tests qu'on a effectués sur la tige et le tout ici. Bonjour. Donc, voici le prototype physique. En fait, l'utilisation est super simple. On entre la tige dans le trou que la balle a laissé. Ensuite, on fixe le prototype dépendamment des surfaces avec les ventouses ou bien des aimants. Ensuite, pour s'assurer qu'on est au niveau et que la prise de mesure est droite, on a ici 2 niveaux à bulles, là et là. Et on vient simplement, exemple, ça c'est notre angle de mesure. On vient prendre le demi-rapporteur qui est muni d'une petite tige ici et on vient l'insérer dans la fente et ça glisse comme ça et ça tourne pour aller en angle avec la tige afin de prendre nos mesures sur l'axe des X, des Y et des Z. Donc voilà, un petit zoom pour la boule, c'est vraiment comme ça tourne grâce à des pivots et des tiges. Merci. On va devoir passer aux questions maintenant. D'accord, merci beaucoup. All right. Ouais, j'aime vraiment l'idée. La seule chose, c'est juste faire sûr que comme je ne vois pas les numéros sur le rapporteur mauve, je vais retourner là. Ouais. OK, là, sur la présentation, on les voit mieux. Sur celle que tu avais, Amelia, je ne le voyais pas, mais c'était juste. Puis les angles sont calculés de où? Comme c'est où le 0, 0? C'est-tu à l'intérieur de la sphère, en plein centre? Oui, c'est ça. En fait, le milieu de la sphère représente vraiment le 0. Là, comme on prend vraiment le milieu égale le 0. Je ne sais pas si vous voyez ici. Là, je vais juste changer mon écran. Là. Comme ça, là, le milieu de la sphère, c'est vraiment le début des graduations. OK, c'est ça. Les numéros commencent un petit peu plus haut, puis un petit peu plus à l'extérieur. OK, c'est juste ça que je voulais faire sûr, parce que c'est ça. S'il commençait comme à
où est-ce que les deux choses s'intersectent, ça ne serait pas précis. Et tant pis qu'il commence parfaitement au zéro. Ouais, j'essaie de visualiser ça. Là, je pense que ouais, ça serait parfait. Là, j'aime vraiment l'idée. J'aime que ça aussi, je pense, c'est un des seuls qui vient avec la tige. Parce que tu sais, on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser les tiges que nous, on a. S'il est déjà attaché, je ne sais pas s'il est attaché dans la sphère. En fait, attaché, on peut l'enlever. oui, c'est une tige démontable c'est une tige démontable que nous proposerons. Et nous avions prévu d'imprimer de nouvelles tiges pour appliquer directement cet aspect démontable du prototype. Mais avec la situation de pandémie actuelle, nous n'avons pas pu terminer cette option-là. Et on prévoit de mettre l'option de pouvoir lire sur un écran LED les mesures et tout. OK. Oui, ça c'est si on a plus de temps et si on veut améliorer le prototype pour que ça donne une autre chose meilleure. Ouais. OK. La deuxième chose, celle qui bouge, le rapporteur qui bouge, est-ce qu'on peut le mettre vraiment à côté ou est-ce que la sphère est dans le chemin? Ou est-ce qu'on vous avait enlevé un petit morceau pour qu'on la cote sur la tige? Si je peux répondre, merci. Oui. Donc, la taille de la sphère qui est là, c'est pas la taille optimale parce que comme l'a dit Guindo, à cause de la situation du Covid, on n'a pas pu terminer. Normalement, la taille de la sphère doit être réduite pour permettre justement aux rapporteurs qui bougent de pouvoir bouger très bien. J'aime beaucoup l'idée, c'est ça se tient bien avec juste une main. Puis avec les couleurs, tout ça, pour prendre des photos, ça serait pas un problème. Cool. Alors, je vois les petites choses de discussion à l'arrière aussi, si jamais on veut l'installer sur une fenêtre ou même une voiture. Puis les niveaux à bulles aussi, ça nous donne l'opportunité de le déplacer un peu si jamais les angles sont différents. Cool! Ouais, parfait! Plus de questions, merci. Merci à vous. Merci à vous. Donc, si les autres juges n'ont pas de questions, il nous reste une trentaine de secondes. Si les autres juges n'ont pas de questions... La tige que vous insérez dans le trou de balle est faite de quel matériel? Elle est faite en plastique. Puis, est-ce que le fait qu'elle est flexible, ça va influencer le résultat final? Oui, de manière générale, elle est assez solide. Mais dans le test, on avait essayé de faire un petit test de torsion pour s'assurer qu'elle ne casse pas. Mais on s'est rendu compte qu'elle était quand même résistante. Et après la torsion, elle reprenait sa forme droite. Du coup, bon, dans le futur, si on a un peu plus de temps, on va peut-être essayer de faire plus de recherches sur le matériel de la tige afin de s'assurer que ce soit très solide. Et pour l'instant, comme on voulait favoriser la modélisation, on a juste utilisé le PLA. Merci. Vous pouvez toujours le faire en fibre de verre ou si on peut juste laisser le trou, on peut mettre nos tiges de fibre de verre de 22 mm, au point 22 mm. Ça serait une excellente idée. Parfait. Merci. Ça prend fin maintenant. On va demander au groupe 3 maintenant de se présenter. Est-ce que je peux avoir juste comme 30 secondes pour remplir le formulaire? Yes. Oui, vous pouvez le remplir. Okay. Mais on va les demander de commencer quand même parce que vous pouvez les remplir en même temps qu'ils sont en train de présenter. Le groupe 3. Oui, nous pouvons commencer? Oui. Okay. Bonjour, Monsieur Deschamps, bonjour à tous. Je suis Michael Mich, le chef du groupe FP3. Je suis accompagné de mes collègues Kevin, Riquel, Henriette et Scott. Et nous sommes là pour vous présenter le Orbit 2.0 qui est notre prototype et notre produit final qui répond aux besoins que vous nous avez présentés. Donc, avant de commencer, je tiens à souligner que nous avons mis toutes nos forces dans ce produit et nous croyons réellement qu'il va impacter votre manière de travailler. Alors, nous avons eu plusieurs rencontres avec vous dans lesquelles vous nous avez communiqué votre idée et ce que vous voulez du produit final. Et nous avons fait le
plus possible pour pouvoir répondre à tous ces critères. Alors, nous avons divisé notre produit final en 3 sous-systèmes principaux, ce sous-système de stabilité, de précision et de portabilité. En ce qui concerne le sous-système de stabilité, je vais demander qu'on coupe le PowerPoint pendant que je vais vous demander de regarder plus ma caméra où je vais vous montrer comment il fonctionne. Nous avons le trépied que nous avons décidé d'utiliser pour la stabilité, mais également nous avons placé derrière la pièce 1 pour pouvoir accrocher accrocher le système, par exemple, sur un truc métallique. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, nous avons mis des aimants qui permettront qu'il puisse s'accrocher directement derrière. Et donc, ça, c'est la pièce 1 que nous avons, qui a 2 trous, un trou là en bas et un autre en haut, sur lesquels il y a 2 rapporteurs d'angle qui sont opposés. Et tout en haut, il y a un niveau à bulle pour permettre la stabilité. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la partie horizontale. À l'arrière, nous avons la croche trépied pour pouvoir le permettre de s'accrocher au trépied. Et de l'autre côté, nous avons un rapporteur d'angle ici, un niveau à bulle juste là. Et ici, sur les 2 parties, il y a des aimants qui vont les permettre de se coller ensemble. Et enfin, la troisième partie, c'est une partie que nous avons conçue même, que nous n'avons pas encore trouvé de nom particulier, mais c'est une pièce qui est comme ceci. De ce côté, la tige est plus longue et fine, et de l'autre côté, il y a 2 parties. Vous allez voir que là, il y a un trou qui est de 0,56 mm de diamètre pour vous permettre d'introduire votre tige et de pouvoir faire la lecture. Et comme ici, c'est rond, donc le point 0,0 est tout au milieu de la bulle. Donc, je vais faire une démonstration de comment il se monte. Alors, vous allez commencer par prendre cette pièce que vous viendrez placer sur le trépied qui s'accroche très facilement, comme ceci. Et vous pouvez le voir, la stabilité, elle est quasi parfaite. Je retourne, il ne bouge pas. Et ensuite, vous allez voir si, par exemple, l'impact vient d'en haut. Vous allez prendre la deuxième partie qui s'accroche avec des aimants. Comme vous pouvez le voir, il s'accroche automatiquement. Et si l'impact vient d'en haut, vous pouvez le placer comme ceci. Et là, la tige, elle permet, avec le roulement à billes, de faire une rotation à 180 degrés. Donc, en voyant par ici, vous pouvez faire la lecture au vertical et par en haut, la lecture horizontale. Et si l'impact vient d'en bas, vous n'avez qu'à l'ouvrir comme ça et prendre votre tige et la mettre là. Et puis, elle se retrouve ici au milieu. Et là, de faire une 180 degrés pour vous permettre de faire totalement la lecture. L'avantage principal de notre produit on va est devoir passer aux questions, malheureusement. Je suis désolé, mais on va devoir passer aux questions. Là, tu pourras toujours représenter ce que tu as pendant les questions. Oui, voilà, donc, voilà. OK. Ouais, la seule chose que je voyais souvent, c'est si jamais l'impact est à 2 pouces de terre ou s'il est plus que 6 pieds dans les airs, le trépied va soit pas être capable d'aller jusqu'à 6 pieds dans les airs ou s'il est à 2 pouces de terre, on risque d'avoir un petit problème qu'on ne serait pas capable d'utiliser le trépied. Est-ce qu'il y a des... Je pense que tu as dit qu'il y avait des niveaux à bulles sur les boîtes? C'est exact. Il y a 2 niveaux à bulles. Un niveau à bulles là, un autre ici en haut. Okay. Et par rapport à votre souci de la taille, le trépied, il est ajustable. Si je peux juste, si vous me permettez, essayer d'ouvrir, vous allez voir qu'il peut se déployer en tout cas à peu près 2,20 mètres, le trépied que nous avons choisi. Donc, au niveau de la hauteur, c'est pas un problème. Et au niveau de la taille d'en bas, il suffit juste, en tout cas, il ne peut pas non plus descendre jusqu'à très bas non plus, mais en tout cas, il peut arriver jusqu'à 20 cm du sol. Je pense que votre tige peut arriver jusqu'à cette hauteur-là. Okay. Oui, c'est ça. C'est juste les petites choses comme si jamais on a un impact sur le plafond ou par terre. J'imagine que peut-être qu'on n'aurait pas besoin de trépied, mais il faudrait juste... Ouais, le trépied, vous ne l'avez pas vraiment besoin, c'est ça? C'est pas un... Vous pouvez utiliser le système avec ou sans trépied à votre convenance, mais le trépied est là juste pour aider à la stabilité. OK. C'est comment qu'on mesure, c'est ça? Je pense que tu es en train de dire. Comment qu'on mesure, comment qu'on prend les mesures? Oui, pour les mesures, c'est grâce à cette tige que vous pouvez le voir, elle bouge à 180 degrés dans tous les sens. Permettez-moi d'approcher plus ma caméra. Voilà, elle bouge dans tous les sens, comme vous pouvez le voir. Et donc, comme ça, si je place dans ce sens,
vous pouvez faire la lecture de cet angle. Et si je le mettais comme ceci, vous pouvez faire la lecture de l'autre angle et prendre la photo tout aisément en ayant les mains libres. Et ça offre un rapport stabilité-précision de 95% et avec 2 degrés de différence, de tolérance, pardon. Okay. Excusez, je ne le vois pas bien, Michael, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui descend de la tige pour aller prendre la mesure exacte? Attendez, je vais juste le redemander pour que vous puissiez voir. Voilà. Okay. Cette tige, elle est comme ceci. De ce côté, vous allez y faire entrer votre tige à vous que vous avez avec un diamètre de 0,56 mm. Et donc là, c'est un mouvement rotule. Et lui, il vient se loger là, à cet endroit, et il permet d'aller. Donc c'est grâce à votre tige qui est ici, de ce côté, que vous pourrez bouger notre tige principale. Et le diamètre de ce côté est fin pour permettre d'avoir un angle le plus précis possible, de plus ou moins 2% grâce au diamètre de la tige de l'autre côté. Pourriez-vous nous faire un exemple d'une mesure? Comment tu mesures? Oui, je peux vous faire un exemple. Et par exemple, disons que l'angle est comme ceci. Et vous voyez par l'arrière, on a laissé ouvert afin que ça puisse aller dans toutes les directions possibles. Considérant que c'est comme ça d'où vient la mesure, donc le prototype il est placé dans ce sens. Je vais utiliser mon téléphone. Je le décroche, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous allez vous placer le plus possible à l'horizontale, comme ceci, et faire la lecture. Donc là, si je lis de l'autre côté, nous sommes à peu près 54 degrés, plus ou moins, si je peux voir plus ou moins 54 degrés avec 2 degrés de différence. Et si vous venez par le haut comme ceci, nous sommes à peu près 150 degrés, plus ou moins. Mais il faut juste bien se voir et puis vous pouvez faire la lecture très aisément. Et la précision, elle est quasi parfaite. Donc, ça ne se fait pas à l'œil nu, on doit avoir un appareil photographique pour faire une dimension en deux. Non, ça s'est fait à l'œil nu, mais comme M. Deschamps prendra des photos, il pourra prendre des photos comme à sa convenance. Mais pour la lecture, il le verra à l'œil nu et c'est très précis. Nous avons fait des tests qui nous ont permis d'avoir des valeurs très précises. Ouais, je dis, je te dis ça va être difficile de prendre une mesure à l'œil nu. Surtout, si tu prends, mettons, 3 ou 4 différentes personnes, puis tu les mets dans la salle, puis tu leur demandes c'est quoi l'angle, je suis pas mal sûr que tu vas avoir des angles différents. C'est sûr, certain, dépendant qu'est-ce que les autres pensent qu'au niveau. Il faut que tu mettes ton œil au niveau. Puis si quelqu'un... ouais, c'est pas super. Puis les caméras, aussi, tu prends ta caméra puis tu regardes dans ta lentille de la caméra, c'est totalement différent. C'est vraiment difficile de prendre une photo puis être encore au niveau pour faire sûr que tu n'es pas un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça ou juste comme différents angles. Puisqu'on n'a pas de niveau à bulle sur nos caméras. Fait que ça va être un petit peu difficile. L'idée est bonne, par exemple. Mais peut-être juste ajouter un petit quelque chose pour être capable de prendre la mesure avec un genre un autre rapporteur qui vient se coller ou un genre de tige qui va descendre, t'indiquer exactement l'angle que la tige démontre. C'est parfait. On va devoir passer au groupe suivant. Merci beaucoup. Donc, je demande au groupe 4 de se présenter. Bonjour. Bonjour, juste un instant, il faut juste que j'allume ma caméra. On va à la présentation? Parfait. Oui. OK. Bonjour, je m'appelle Samy, membre de l'équipe BOSL et je vous présenterai le projet que nous avons conçu pour vous. Suivant la présentation de M. Daniel Deschamps, nous avons fait la réalisation qu'il y a un sévère manquement de qualité aux produits utilisés pour les mesures d'angle d'entrée d'un projectile. Après cette réalisation, nous avons dressé une liste d'exigences que nous trouvons à la base d'un bon produit. La rapidité, l'exactitude, un bon coût de production et la polyvalence.
Comme vous voyez, toutes les méthodes actuelles comportent leurs défauts. Mais nous pensons avoir trouvé la solution à ces problèmes. Je vous présente le CAAE, un dispositif qui se tient à une main et qui s'insère sur une tige de verre pour présenter les mesures d'angle sur un écran LCD. Les mesures se prennent rapidement et ce, de façon précise. Je vais maintenant laisser mon collègue Liam Sibald vous faire une démonstration du produit. Merci beaucoup, Samy. Donc, comme vous voyez, notre modèle, c'est électrique. Donc, il faut le calibrer. Donc, ceci se passe en 3 étapes. Le gyroscope, il faut juste le laisser stable pour 5 secondes. Le magnétomètre, il faut faire une forme de 8 dans l'air. Et pour l'accéléromètre, il faut faire 0 degrés, 45 degrés et 90 degrés dans toutes les dimensions. Une fois à l'aise, ça devrait prendre entre 1 minute 30 à 2 minutes à calibrer. Donc, une fois calibré, il faut maintenant prendre la mesure, ce que je ferai maintenant. Donc, il faut insérer la tige de verre. Nous avons créé un trou de diamètre de 0,22 pouces qui serait idéal pour ce qu'ils utilisent déjà. Il faut maintenant insérer la tige de verre dans la cible, noter la mesure. Donc, en ce moment, je peux lire moins 45 degrés et pour l'angle azimut, moins 116 degrés. Maintenant, on n'est pas terminé car l'angle azimut, ça mesure par rapport au nord. Afin d'avoir l'angle azimut par rapport aux cibles, il faut maintenant mesurer l'angle azimut du cible qui est moins 7. Donc, moins 7. Il faut maintenant prendre la valeur absolue pour donner les mesures finales. Donc, je tape dans la calculatrice, moins 116, moins 7, qui donne 109. Ouais. Donc, 109 degrés par rapport à ici. Donc, la mesure finale serait 45 degrés vers le haut, puis 109 degrés à l'angle azimut. Merci. On va devoir passer aux questions. Oui, merci. Nous sommes prêts aux questions. Parfait. Ça va vite, 3 minutes, c'est fou. Ouais. Wow, mais OK. Voilà, c'est comme passer un peu ma connaissance. Fait que moi, je trouve ça fantastique. J'ai de la misère à trouver des questions. Le calibrage, ça, on fait ça une fois. Est-ce que je peux faire un véhicule au complet? Est-ce que je vais calibrer votre équipement une fois, puis là, je fais le véhicule au complet, les deux côtés? Puis ensuite... une fois calibré, ça devrait garder une calibration pour assez longtemps. Okay. Par contre, le magnétomètre, si l'environnement alentour, donc s'il y a un grand montant de matériel magnétique qui est introduit, qui n'était pas là lors du premier calibrage, il faudrait recalibrer. OK. Ça va le demander. Là. Ça ne va pas te donner des fausses mesures, ça va dire « Please calibrate ». Ah ouais, cool. Ouais. OK. Ouais, on utilise une puce qui est souvent utilisée dans le domaine de l'aéroespace. OK. Donc, ouais, ça c'est pourquoi les mesures sont par rapport au nord, puis tout ça. Ça c'est pourquoi il faut faire un delta de la cible. Puis, OK. Puis, est-ce que vous avez pris des mesures, comme j'ai lu votre manuel d'opération avant la présentation, est-ce que vous avez pris des mesures pour éliminer l'électricité statique avant de prendre une mesure? Vas-y. OK. Ben, en fait, l'électricité statique, c'est plus quand que si jamais tu vas jouer dans la machine. Pour pas faire un court-circuit dedans, fais juste te clearer ton énergie statique pour pas faire un court-circuit puis briser l'équipement à l'intérieur. Ouais. À l'usage normal, tu ne devrais même pas avoir besoin d'ouvrir la machine. Là. Puis c'est powered par une batterie de 9 volts, c'est ça? C'est ça. Oui. Mais vous avez une batterie de 9 volts à l'intérieur du mécanisme, puis après ça, vous avez un fil qui va à l'extérieur du mécanisme pour le plugger back à l'intérieur. Ouais, on pensait instaurer un bouton, un power button, mais pour l'instant, c'est un fil que tu plugues. C'est l'équivalent, c'est juste un petit défaut de temps qu'il y avait de ça. Là.
la différence entre un prototype puis le modèle final. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que ce serait possible de mettre la calculatrice intégrée au système? Comme ça, si tu mesures ton sud, après ça, tu as juste besoin de inputter ce chiffre-là, puis là, ça va te donner ton azimut. Oui, Final. oui, certainement. Ouais, c'est sûr, ça serait possible. Comme je vous dis, faute de temps, on aurait pu ajouter, dans le fond, que tu saves la première puis que ça fasse la soustraction, le bouton Power. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter, là, même qu'on pouvait le rendre plus petit, même si, honnêtement, il est quand même compact en ce moment, là, mais ce serait quand même très possible de l'optimiser encore plus. Oui. OK. Merci. Est-ce que vous l'avez comparé à comme l'ancienne méthode comparée à votre nouvelle méthode? En fait, oui, j'ai un exemple d'une des comparaisons qu'on a fait. Donc, ici, on a les mesures de notre... Ah, c'est difficile à voir, excuse. Ben. Ouais, non, on voit pas super, là. Ben, on a comparé les mesures qu'on a eues à travers d'ici de notre modèle CAAE avec un rapporteur d'angle pour avoir des mesures finales. Y avait-il une grosse différence ou c'était quoi l'erreur maximale qu'on avait, c'était sous le requis de 5 degrés. Ouais, non, on l'avait calculé, là, c'était 97 degrés. C'était la pire erreur qu'on avait eue. 97 degrés, 87%, là, c'était vraiment petit. Là. Okay. Ouais, c'était à 190 degrés. Donc, si on avait pris une mesure, si la balle est entrée à 190 de la cible, il y aura une erreur de 4,2 degrés, 4. Ouais. Ça, c'était worst case. Ouais, puis ça, c'est à 190 qui arrive jamais. Il y aura une déflexion. C'est ça, exactement. Ouais, comme qu'on avait parlé. Cool! OK. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Parfait, merci. On va demander au groupe 8 maintenant de se préparer. Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, nous sommes l'équipe JINCG et je suis Nouria Diakité et je suis là pour vous présenter ce que nous avons appelé la méthode éventail que nous avons réalisée dans le cadre de notre projet de conception d'un dispositif de mesure des angles de trajectoire. Au cours de notre présentation, nous aurons une démonstration et l'explication de notre solution. Lors de notre rencontre avec M. Daniel Deschamps, nous nous sommes rendus compte que le dispositif actuel de mesure demande l'intervention de 2 à 3 personnes pour prendre des mesures qui ne sont pas très exactes et cela prend du temps pour les documenter et les photographier. Notre but est donc de concevoir pour M. Daniel Deschamps un dispositif de mesure d'angle de trajectoire facile et rapide à utiliser et qui permet de prendre des mesures précises. Après plusieurs étapes de prototypage et d'échange avec le client, nous avons pu aboutir à la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je vais laisser ma collègue vous partager la démonstration. OK. Parfait. Donc, j'ai ici une surface, donc une boîte de carton qui représente une surface avec un trou de balle. On a aussi déjà inséré la tige que l'huissier utilise déjà pour prendre des mesures. Cette tige-là représente d'où vient la balle. Et puis, on va l'utiliser pour pouvoir mesurer l'angle. Donc, voici le prototype, la solution qu'on a à vous proposer. Ça s'appelle la méthode éventail, puisqu'on le déployer comme un éventail comme ceci. Quelque chose d'important à noter, c'est qu'il y a des crochets ici. Et puis des niveaux à bulles, c'est important pour la démonstration. Donc, pour mesurer, on doit commencer en mesurant l'angle vertical. Donc, on installe comme ceci le dispositif, puis on s'assure que les crochets juste touchent la tige sans pousser dessus pour ne pas modifier l'angle. On descend le boîtier jusqu'à ce que celui-ci soit à niveau. Vous ne pouvez pas voir les niveaux de votre bord. Vous pouvez voir ici. Donc, c'est important de s'assurer comme ça. Puis, je peux voir maintenant, OK, mon boîtier est à niveau. Je peux maintenant voir quel angle
est de 17 degrés. On peut voir directement. On doit toujours s'assurer que les crochets sont là. Ensuite, on déploie l'autre lame jusqu'à ce que celle-ci touche la surface d'ici. Puis, on peut lire directement ici, par une petite marque, que l'angle est de 111 degrés. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut mesurer les deux angles, l'angle vertical et horizontal. Donc, je repasse la parole à Nuria. Alors, nous avons fait un recensement de quelques raisons de choisir notre dispositif. Entre autres, il satisfait les besoins du client, il est facile à utiliser, il ne demande pas de longs délais pour apprendre son fonctionnement. La mesure n'est pas faite du côté de la tige, ce qui permet de ne pas être gêné par l'épaisseur de cette dernière. Et notre dispositif n'utilise pas de quelconque technologie qui pourrait être difficile à remplacer ou à comprendre comment ça fonctionne. Parfait, merci. Ce sera la période des questions. Moi, ma première question, c'est le premier, je le comprends pour le vertical, mais l'autre, si jamais la surface est pas égale ou, tu sais, dans c'est un mur de briques avec un angle déjà dans le mur, quand vous allez tirer la dernière pour aller trouver vous l'accotez sur le mur, mais si l'autre côté du mur n'est pas trop égal ou si c'est pas... y a-t-il une façon de juste trouver un angle imaginaire ou si la voiture n'est pas tout à fait droite? Sont où vos niveaux à bulles? Sont-ils aux deux places? On a placé un niveau à bulles sur chaque côté du boîtier pour que peu importe la lame qu'on utilise pour le côté vertical, on ait toujours un œil en vue pour savoir qu'on est à l'horizontale. Et dans la mesure où la surface est irrégulière, le bulle en fait nous permet de savoir qu'on est dans la bonne position. Et on s'est assuré aussi que le point de pivot permette que la lame ne dépasse pas le boîtier. Du coup, on n'a pas une autre erreur créée par le décalage. Ouais, je pense que je comprends. Là. OK, ouais, je le vois. Là. OK. J'aurais une question concernant la stabilité du dispositif lorsqu'on a déjà pris le premier angle. Comment on le maintient au mur? Est-ce qu'il faut absolument se fier sur la tige ou on a une petite surface à quelque part pour le tenir contre le mur? Alors, on n'a pas placé de surface pour le maintenir sur le mur, mais c'est dans la mesure où, en fait, on pourrait bouger la tige. On a préféré placer les niveaux à bulles pour s'assurer qu'on est toujours bien placé, même si on n'est plus en contact avec la tige. D'accord. Est-ce que vous avez fait des essais répétés là, avec la même angle là, pour voir c'est quoi la constance de vos résultats ou est-ce qu'il y a de la variabilité? Donc, on a fait plusieurs tests, premièrement en utilisant la méthode que les policiers utilisent déjà. Donc, en mettant un rapporteur en dessous ici, on prend une photo, puis là, on mettait un rapporteur ici, on prend une photo. Donc, ça nous donnait vraiment l'angle visé. Ensuite, on prenait notre appareil, puis on l'a utilisé à plusieurs reprises. On a refait les tests à peu près 5 fois pour chaque chose. Et puis, la moyenne donnait 1,9 degrés, donc 2 degrés à peu près. Ça, c'est mesuré à partir de l'angle ciblé, puis là, les différents angles qu'on a eu après ça. Okay, merci. Est-ce qu'il y a un autre juge qui a une question? Il nous reste encore une minute de questions au cas où. Sinon, on va passer directement au groupe suivant. Si vous voulez, on peut parler de nos prochaines étapes ou des choses de même. Bien sûr. Si on pouvait genre améliorer notre prototype, des choses de même. Donc, si on avait plus de temps, on aurait utilisé un matériel fait avec du PVC. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas vraiment voir, mais c'est fait avec du carton, les rapporteurs. Mais c'est quand même assez solide. On a quand même besoin d'un matériel flexible, mais on a aussi trouvé
un plastique vraiment mince, donc PVC. Donc ça serait préférable aussi. Ça serait notre prochaine étape d'acheter, puis juste remplacer ce rapporteur ici avec un plastique. Puis ça serait beaucoup plus durable. Donc ça serait notre prochaine étape. Moi, je pensais que c'était un métal. Je pensais que c'est de l'aluminium, vraiment mince. Ben, ça, c'est un métal, c'est sûr, mais pas celle-là. Ça, c'est l'avantage d'être... si c'est juste une caméra, vous ne pouvez pas vraiment voir c'est quoi les matériaux. Mais je voulais quand même vous informer. Cool. Parfait. Merci beaucoup. On va donc passer sur ce groupe 10. Ce ne sera pas trop long, le partage d'écran va se faire. All right. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, parfait. Excellent. Parfait. Donc, bonjour à tous. Don, Alida, Mohamed et moi-même formons le groupe FB10 et il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre système de mesure des trajectoires. En effet, les systèmes couramment utilisés sont archaïques, peu pratiques, mobilisent 3 à 4 personnes, ce ne sont pas très précis non plus. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour faire une démonstration de notre produit. Donc, on voit ici le prototype. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, ici, on a 2 niveaux à bulle qui vont servir à la calibration. Ils sont aussi gradués. Donc, quand on va prendre la photo, si jamais il y a un ajustement à faire, on peut faire l'ajustement au calcul d'après la marge d'erreur qu'il va y avoir ici. On en a mis 2 pour que si la partie verticale arrive sur un, on peut quand même calibrer avec l'autre et le maintenir. On peut voir la calibration tout au long du processus. On a mis un système de connexion à roulement à billes qui permet une rotation fluide, pas de friction, qui peut peut-être avec le temps avoir besoin d'un graissage, mais sans plus. Au niveau de la stabilité, on a mis une bande antidérapante à l'arrière qui va adhérer sur toutes les surfaces, pas juste sur le métal ou comme un aimant ou quoi que ce soit. Dans la même optique de la stabilité, on a ajouté une poignée au-dessous, laquelle qui va nous donner une composante un peu ergonomique, puis en même temps un calibrage un peu plus facile pour le maintenir le prototype en place. Ensuite, sur le dessus de la base, on va avoir une fente ici dans laquelle il va y avoir un point d'ancrage qui va venir stabiliser notre partie verticale puis qui va assurer qu'elle reste vraiment au 90. Ensuite, on a gradué notre rapporteur avec l'aide de la découpe laser pour atteindre la plus haute des précisions. Pour la partie verticale, on a un point d'ancrage qui s'insère dans le roulement à billes, un autre point d'ancrage qui s'insère dans la fente avant, nos doubles parois dans laquelle la tige va s'insérer pour faire la lecture, et aussi la graduation qu'on va pouvoir voir ici. Pour l'assemblage, on fait ça simple. On insère la connexion dans le roulement à billes. Ça tient. Ensuite, on vient glisser le point d'ancrage dans la fente. Et ensuite, on a notre système qui est installé. Pour la lecture des angles, si on a une double perforation, notre tige va tenir seule. Donc, on va juste insérer la tige dans la trajectoire désirée. On glisse le prototype vers la trajectoire en s'assurant que la tige touche la base où l'origine se trouve. Ensuite, on peut calibrer avec le niveau et la poignée du bas pour s'assurer qu'on est à niveau. Comme vous voyez, j'ai une main libre ici. Je pourrais facilement prendre une photo de mon angle vertical, de mon angle du dessus, en même temps de prendre ma correction de calibration qui se trouve sur le niveau à bulle. Si on a juste seulement un impact de surface, on va tenir la tige avec une main. Avec une main, on va aller s'appuyer dans la direction désirée. On peut ajuster la base comme on veut. On tient la tige. À ce moment-là, on peut peut-être prendre soit un collègue, soit un trépied pour prendre la photo et documenter les mesures. On va passer aux questions. Trois minutes, c'est tout. C'est vite. Oh my God. Excusez. Oui, j'ai tout le temps, j'aime votre idée. Je veux juste faire ça, Maxime. Je pense qu'on a déjà parlé à la deuxième rencontre. Les numéros, ils vont commencer, ils ne commencent pas comme sur le bord. Hein? Ils commencent plus comme à peu près au même niveau que ton point de pivot.
il commence là, ça se voit mal parce que l'acrylique est transparent, mais il commence pas en bas qui touche le rapporteur, il commence il y a une épaisseur d'un 8, ce qui fait en sorte que la tige va tout le temps être appuyée sur la base d'un 8. OK. Notre angle, comme je vais vous le montrer. Ouais, je comprends. Notre tige, elle va venir s'appuyer ici là, sur la base d'un 8. OK, c'est ça. La graduation est tout le temps bonne. Puis comme on avait discuté, même à des grands angles, il y a tout le temps un contact qui se fait avec la base. Donc, notre angle est tout le temps bon, comme on avait discuté, là, qu'il fallait laisser la marge arrière. Puis de l'autre côté, le grand bord, eux autres commencent où? Le zéro, il est où sur celle-là? La graduation, là, elle se fait parce que vous voyez ici, notre prototype il arrive flush, mais notre lecture est au centre du OK, c'est ça. OK. Donc, on a décalé de la même mesure qui est, je pense, 0,75 mm, juste pour décaler ça, pour que quand on arrive à cet angle-là, notre début de la graduation, il se trouve en face de la flèche. OK. C'est ça, moi, je mettrais tous les numéros en noir. Oui, en couleur, pour que qu'on prend la photo, on peut les voir, parce que même à l'œil nu, on ne les voit pas, mais ça, c'est juste un petit détail. Mais l'idée est bonne. J'aime les niveaux à bulles comme ça. J'aime ça parce que tu peux, tout de suite en partant, tu vois tous les côtés, le 360. C'est ça, tu as une direction à regarder et non deux directions de niveau à bulles. C'est ça. Oui. OK, cool, j'aime ça. J'ai plus d'autres questions. On va laisser ça aux autres. Moi, j'aimerais savoir les pièces qui ont été réalisées comment. C'est pas du 3D printing, je pense. Non, je vais laisser mes collègues répondre à cette question-là. OK, je peux prendre part à ça. Les pièces ont été faites au découpe laser. On a pu commencer ça avec un brouillon et puis faire sur l'acrylique au Makerspace. Donc, c'est plus ou moins ça qu'on a fait. Définitivement, si on avait eu encore plus de temps, on aurait fait un produit qui est super beau parce que déjà, l'acrylique, elle est cool parce que c'est transparent, mais voilà, on aurait pu faire encore mieux. Mais nous sommes vraiment fiers de notre produit final parce qu'il est physique, il y a rien d'électronique dedans. Donc, même si ça tombe, ça ne casse pas, c'est robuste, c'est quelque chose que tu peux désassembler, assembler dans 2 secondes, 3 secondes. Donc, c'est définitivement un des points forts que j'adore, que j'aime mieux sur notre prototype. Merci. Oui, la transparence semble être une bonne idée pour visualiser la trajectoire, en tout cas. Oui. Même le fait qu'il se démontre aussi, ça, si j'avais demandé ça au début, que si jamais vous êtes capable, puis ça, cette façon-là, c'est fantastique. Tant que les morceaux, ils ne s'usent pas trop, puis à un moment donné, comme tu ne sais plus capable de le mettre ensemble ou ils ne restent plus ensemble. Là. Mais ça, c'est juste différents matériels qu'on peut utiliser. Mais oui, j'adore. Là, vous avez une belle surface plane. Est-ce que vous l'avez essayé sur le capot d'un char, par exemple? Quelque chose qui est absolument curviligne? Dans le fond, comment on peut traiter un angle, c'est que l'angle il se projette de son origine. Right? Donc, même si on a une trajectoire qui est c'est une surface qui est croche, l'angle va se projeter tout le long de la tige. Donc, notre prototype, oui, il va s'appuyer sur la surface qui est inclinée, mais il va quand même lire l'angle tout le long de la tige. Tandis que même si la tige, en autant qu'elle touche la base du rapporteur à son origine, même si la surface comme un capot de véhicule qui va être inclinée, la tige va quand même pouvoir s'appuyer à son origine tout au long de la tige qui va être la représentation de l'angle véritable dans le fond, de l'impact. Puis d'après votre expérience, comment difficile est-ce que c'est de maintenir le tout de niveau? C'est quand même très simple, en plus avec la bande antidérapante. Qu'est-ce qui arrive avec le niveau qui est difficile, c'est quand on est dans le vide. En ayant un point d'appui au derrière qui est tout le temps fixé. Ensuite, on a juste à ajuster de haut en bas et à fixer le rapporteur. Si on veut, on peut s'appuyer sur le capot du véhicule, on peut s'appuyer sur le mur pour se donner un troisième point d'appui pour notre bras pour stabiliser le tout. Okay. Mais c'est relativement facile. Aussitôt qu'on a un point d'appui, tenir quelque chose de niveau, ça va devenir instinctivement très facile puisque c'est ça, on a un point de contact à l'arrière qu'on peut s'appuyer sur une surface là, pour stabiliser notre bras aussi. Puis ça vous prend combien de temps environ de mesurer un angle? Ben, si j'ai le temps, là, disons, là.
La période des questions est finie, mais tu peux répondre rapidement. J'ai inséré mon tige, je prends mon appareil qui est assemblé, je l'ajuste en fonction de ma trajectoire, je suis prêt à prendre une photo. C'est long de même. En autant que ça reste calibré, puis comme j'ai dit, en prenant une photo, on va pouvoir voir s'il y a une petite erreur de calibration, on peut après ça l'ajuster dans nos calculs, mais c'est vraiment simple comme ça. Il y a une autre trajectoire, on prend la tige, on l'insère, on glisse notre rapporteur, on peut ajuster la base horizontale, on prend une photo à gauche, on prend une photo sur le dessus, puis on a pris notre mesure. C'est quelque chose qu'on est fier aussi parce que ça rentabilise beaucoup de temps des policiers quand ils vont sur les lieux. Ils peuvent prendre des mesures qui sont efficaces. Je sais que des fois, le temps, ce n'est pas nécessairement une contrainte, mais on aime ça, rendre la tâche la plus efficace possible. C'est ça. Merci. Je pense qu'on va couper court ici. Merci beaucoup. On va demander au groupe 15 de se présenter maintenant. Oui, bonjour, je vais vous partager mon écran. Pardonnez-moi, ça sera court. Très bien. Alors, je me présente, je suis Véronique et je représente l'équipe FP15. Alors, nous sommes, il y a Ormokis, Youssef, Anissa et moi-même, bien entendu. Alors, notre client, Daniel Deschamps, dans son métier, il doit déterminer les angles des trajectoires, alors verticaux et horizontaux. Alors, jusqu'à présent, dans le marché, il y a plusieurs produits qui se proposent, dont la méthode laser, la méthode tige et la méthode avec les cordes. Alors, Daniel utilise en ce moment la méthode des tiges. Par contre, elle nécessite beaucoup de temps, beaucoup de personnes et les résultats ne sont pas aussi précis qu'il le voudrait. Alors, notre concept vise justement à solutionner ce problème. Alors, le voici. Alors, en fait, il exploite les latitudes et les longitudes pour déterminer la trajectoire d'une tige. Alors, comment on le ferait pour déterminer la position de quelqu'un sur un globe ou la Terre? Alors, il y a bien sûr le demi-dôme ici, le sport et le laser, bien entendu. Alors ici, je vais vous montrer comment on l'utilise finalement, si vous me permettez de faire la démonstration. Alors, dans le cas où à droite, gauche, je veux dire, on ne peut pas la poser sur un mur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le tenir dans les airs et utiliser les bulles pour s'assurer qu'il soit parfaitement aligné avec les plans horizontaux et verticaux. Dans le cas à droite en haut, alors là, on peut vraiment la poser contre une surface. Alors, si c'est le cas, moi, j'aime bien poser la pâte à modeler comme ça. J'ai juste à mettre la tige, puis j'ai les deux mains libres après. Pour le cas, comme ici, où disons, on a une trajectoire sous plancher, alors il suffit tout simplement bien serrer le laser. Vraiment, d'ajuster tout et d'allumer celui-ci. Et prendre la mesure. Alors, jusqu'à présent, mon expérience avec le concept est très positive. Comme vous avez pu voir, les prises de mesure sont très courtes, alors tout peut vraiment se faire en moins d'1 minute. Et j'ai, à part peut-être pour le cas où il faut vraiment bien aligner, j'ai toujours les deux mains libres. Également en termes de précision, le tout semble encore excellent. Alors, je n'ai pas encore remarqué un écart plus grand que 3 degrés. Et la conformité entre les essais sont excellents. Alors, généralement, pas plus gros que 2 degrés. Alors, nous avons remarqué que dans le cas où finalement nous n'avions pas un laser, ou tout simplement il y a des inquiétudes par rapport au danger que cela peut causer une exposition prolongée aux yeux, on peut tout simplement utiliser une tige comme celle-ci et utiliser les graduations qui sont visibles juste là pour effectuer les mesures. Alors, comme ça donne une alternative plus sécuritaire aussi, ou si jamais vous n'avez tout simplement pas le laser en main. Alors, jusqu'à présent, c'est tout pour moi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Merci. Moi, Véronique, est-ce qu'il y a des numéros sur l'extérieur du dôme, du globe? Non, pas encore. OK. L'intention, c'est d'en mettre? OK. Parfait. Parce que si on voit le point rouge, là, c'est juste de visualiser, OK, c'est quoi l'angle? Oui. Puis généralement, de visualisation, le point 0, pour moi, je considère qu'il est toujours ici. Mais bien entendu, le point 0 est
On peut vraiment le choisir n'importe où, ou alors c'est vraiment selon le plan ou selon le set, tout simplement. OK. C'est ça. Si le mur, si on le met au mur, on a les niveaux à bulles pour déterminer qu'est-ce qui est à niveau, on peut le mettre à niveau. Okay. Ça. Alors, généralement, si c'est une fenêtre ou une voiture, tout simplement, il faut vraiment utiliser la tige, l'exploiter pour qu'elle s'étende, puis vraiment utiliser les bulles pour s'assurer que le plan soit aligné au plan verticaux horizontaux. Et dans le cas où finalement la surface elle est croche sur un plancher ou sur le sol, dans ce cas-là, j'ai rajouté un autre niveau à bulle ici, comme ça on peut s'assurer qu'encore il soit bien aligné. OK, je comprends. Cool. Puis le centre, je vois qu'il est comme un peu plus gros. Ça, c'est pour juste accommoder votre laser? Oui. Alors, le laser, en ce moment, il y a une forme un peu conique. Par contre, j'ai développé une tige qui peut s'y insérer également. Alors, comme ça donne la liberté de créer avec l'imprimante 3D plusieurs tiges. Alors, je peux en créer des fines, des longues. Puis vraiment, je peux l'utiliser comme ça. Puis il se centre automatiquement dans le set, dans le trou? Oui. Alors, dans ce cas-là, pour centrer, il faut vraiment le faire à l'œil. Mais ici, il faut vraiment s'assurer, pour prendre des mesures précises, que la tige soit exactement au milieu. Okay. Alors, c'est certain que dans le cas, si c'est une tige épaisse, dans ce cas-là, ça nous inquiète moins parce qu'elle aura plus de possibilités de centrer. Mais si c'est une petite tige comme celle-ci, il faut y faire attention. Okay. Oui. Il y aurait une façon aussi de peut-être changer le milieu, puis ou sur la petite tige, avoir un genre de petit... comment on appelle ça? Une petite bulle ou une sphère? Ouais, peut-être une sphère, ouais, c'est ça. Puis quand tu le mets dans le trou, ben, c'est certain qu'il est centré. Oui, tout à fait. Puis aussi, j'ai toujours l'option avec l'imprimante 3D, de l'imprimer de façon un plus petit trou. Alors, je peux le rendre plus serré, plus grand. Okay. Et c'est certain qu'en ce moment, j'aime bien cette taille parce qu'elle fait bien la tige du laser que j'ai en ce moment avec moi. OK, parfait. C'est tout pour moi. Super, merci. Et les essais que vous avez faits, est-ce que c'était toujours sur la même surface ou vous avez utilisé des surfaces différentes? Oh, moi, personnellement, j'ai utilisé 2 surfaces. Alors, vous voyez une ici et bien sûr celle-ci également, où j'ai fait quelques trous. Alors, pour faire les trous, j'ai utilisé une perceuse à colonne dont je pouvais, où finalement le plan il avait un degré de rotation libre. Alors, je pouvais vraiment déterminer avec précision les angles que je trouvais. De cette façon, j'ai pu évaluer la fiabilité de mon prototype ici. Aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux aussi parler un peu du prototype. Alors, par rapport à la limite les angles les plus aigus que je peux prendre, avec cette tige en ce moment, je peux avoir un angle, si on regarde ici, d'environ 3 degrés. Alors, le plus serré que je peux avoir. Mais c'est certain qu'avec une tige plus fine, on peut avoir une meilleure degré. Avec le laser, celui-ci est un peu gros. Alors, c'est certain que pour mesurer des angles très fins, il faut toujours utiliser les tiges. Et vraiment faire les mesures de l'intérieur en regardant les graduations de l'intérieur. Parfait, merci. Ici, pour faire la période des questions, merci beaucoup. On va demander au dernier groupe, le groupe 13, de se présenter, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde. Nous autres, on est l'équipe FB13. Aujourd'hui, on va vous présenter notre produit, le TRX 180. Donc, au début du trimestre, on a eu une rencontre avec M. Deschamps. Puis on a pu facilement voir que notre projet consisterait à concevoir un produit de mesure d'angle de tir horizontaux et verticaux afin de lui permettre d'étudier les trajectoires de tir avec précision. M. Deschamps, il priorisait un dispositif de mesure d'angle qui était précis, qui peut être utilisé facilement par une seule personne, puis qui peut être facile à transporter et à entreposer.
Après avoir parlé avec M. Deschamps pour la première fois, on a réalisé qu'il y avait plusieurs besoins. Puis parmi ça, on a vu que les exigences principales étaient un dispositif qui peut calculer des angles horizontaux et verticaux, qui est facile à utiliser, que seulement une personne peut s'en servir, qui a un point pivot qui est stable au 0,0, qui a un intervalle d'erreur qui ne dépasse pas les 5 degrés, puis qui soit aussi facile à transporter et à entreposer. Notre conception se démarque des autres parce que c'est un concept qui est complet et fiable, sans aucun problème technique. Le point pivot il est fixe au 0,0, puis il y a une possibilité de fixer l'angle horizontal avec des éclous, du même pour le point pivot. C'est aussi une conception qui est très facile à utiliser par n'importe qui, puis il peut être utilisé aussi instantanément. Il fonctionne aussi dans n'importe quelle température. Comme on sait, au Canada, il peut faire froid, il y a beaucoup de neige, la pluie, toutes sortes d'affaires. Fait que lui, il peut fonctionner dans tout, donc c'est un bon atout à avoir. Donc ça, c'est des images de notre solution. Comme vous pouvez voir, on a nos rapporteurs triangulaires pour calculer les angles verticales, un rapporteur normal pour les angles horizontales. On a 2 niveaux à bulles pour s'assurer que le produit est tout le temps de niveau quand on mesure les angles. Puis on peut voir un des 2 éclous, mais on en a un ici, et puis on en a un en dessous du point pivot pour s'assurer que le point reste tout le temps fixe au 0,0. Je vais maintenant passer la parole à Jérémy pour vous faire une démonstration de notre produit. Comme vous allez voir, notre produit est très facile à utiliser. Il suffit simplement de l'accoter contre la surface désirée, soit le mur ou une porte de voiture, une fenêtre, quoi que ce soit. On s'assure que nos 2 niveaux à bulles sont de niveau. On accote la partie triangulaire contre la tige. On peut ensuite serrer les 2 écrous afin de s'assurer que nos mesures restent toujours pareilles. On peut ensuite prendre une photo comme ceci de l'angle vertical. On s'installe ensuite sur une surface plus stable, peut-être pour prendre la photo de l'angle horizontal, comme que j'ai ici qui indique 80 degrés. Puis c'est ça, je repasse la parole à Jérémy. Donc, pour vous donner un aperçu un peu plus proche de ce que Jérémy vient de vous démontrer, ça, c'est des photos qu'on a prises lors de nos tests. Donc, comme vous pouvez voir, avec ici, notre angle vertical, on peut voir que c'est un angle de 25 degrés avec notre produit. On l'a testé avec un vrai rapporteur pour comparer. Puis on peut voir que c'est sur le 25 degrés aussi. Puis du même pour l'angle horizontal, on peut voir que le triangle est au 80 degrés. Puis du même pour le vrai rapporteur. Donc, on peut voir que notre produit a amené beaucoup de précision. Période de questions maintenant. Ouais, la seule chose que, écoutez, moi, si je n'ai pas raison, mais je vois que c'est le même problème que moi j'ai eu dans mon premier projet que j'ai essayé de faire. Tu vois, comme la traque où ce que le triangle il bouge n'est pas formée de la même façon que ton rapporteur. C'est parce qu'elle commence son 0, il est au point de pivot. Mais le 0 de ton rapporteur, il est vraiment sur le edge, là, comme vraiment la fin du rapporteur, il est à 0. Mais ton point de pivot, il est avancé de, je ne sais pas, ça a l'air d'être d'un huitième ou un quart de pouce, peut-être un demi-centimètre. C'est pour ça que comme tu vois, la photo du milieu en haut, là, il y a plus d'espace en haut du numéro 90 que sur les côtés. C'est parce que je pense que c'est ça, c'est comme le 0. Comme si, je suppose que vous l'avez en main, là. Si si tu le mets à 180, tu vas voir qu'il va y avoir probablement un espace. Oui, il y a un petit espace, mais c'est pour ça qu'on avait minimisé la gap ici le plus qu'on pouvait. Mais il fallait quand même avoir un trou. Fait que oui. L'avoir parfaitement à côté. Tu sais. Ouais. Ton 0, il faut que c'est à la même dimension, égal à ton point de pivot. C'est comme là, ton 0, il est à côté sur le mur, là, il est flush au mur, mais il faudrait que c'est un petit peu comme avancé direct comme sur le point de pivot. Parce que quand tes angles, tu vois, tes angles vont être différents que moi, si j'avais un. Je ne sais pas si tu peux voir ma caméra. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Comme le rail, il aurait fallu qu'il continue un peu plus loin pour que le 0 soit vraiment égal au point de pivot, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que quand tu fais ton point de pivot, c'est pas. Ça peut te dire 45 degrés, mais ça c'est pas vraiment 45 degrés parce que tu le prends
du 0 qui est flush au mur, pas du 0 à ton point de pivot. Sur Zoom, c'est difficile à expliquer, on va essayer de vous montrer. Là. Mais moi, j'avais eu le même problème que ça. Puis tu ne réalises pas jusqu'à temps que tu compares avec l'autre façon. Là, tu sais. C'est parce que quand ton triangle il bouge de là. Fait que le petit peu de bout qu'il y a en arrière de ton point de pivot, il se promène vraiment beaucoup. Puis il ne reste jamais sur ton 0 que vous autres, vous l'avez plus bas. Là, tu sais. Il ne reste pas sur le 0, il se promène à cause du point de pivot. Et ça c'était le même problème que j'avais eu, mais il faudrait juste comme tasser où est-ce que vous commencez votre rapporteur. Il faudrait juste le tasser pour que c'est égal à votre point de pivot. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Mais en même temps, quand on a fait les tests, c'était pas mal très près. Il y avait, comme tu disais, une marge d'erreur de 5 degrés. On était très en dedans de ce 5 degrés-là sur nos tests. Il y a juste quand on allait vraiment loin, mettons à 180, là c'est parce que notre travail ne va pas complètement jusqu'au bout. Ça, c'est un problème parce que c'était plus compliqué pendant la construction, ça compliquait les choses beaucoup. Ça aurait déformé lorsqu'on l'a chauffé avec les torches. On ne voulait pas être trop proche du bord. Là. Mais mettons que. Mais pour les angles, mettons jusqu'à 170, là, il était pas mal. Il était en dedans de 5 degrés de. Ouais, si je ne me trompe pas, le plus que tu vas vers la 180, la plus grosse que l'erreur elle est. C'est à 90, ça va être à 90. C'est à 5, elle va être peut-être comme à 5.0 quelque chose. Mais le plus que tu t'en vas vers la 180, tu vas avoir une erreur de comme 5 à 10 degrés. En moyenne, c'est sûr que c'est à peu près 3. Parce qu'à 90, c'est 0, mais rendu à 180, tu es rendu comme à 10 degrés de différence, ou 5 ou 6. Là. Mais c'est pas une grosse chose, c'est juste que pour l'avoir précis. C'est un peu comme tu peux le voir sur la photo du milieu en haut. C'est pour ça que le cercle transparent, où ce que ta traque elle suit pas le rapporteur. C'est pas la même forme que le rapporteur. Ça, c'est à cause que ton 0 il est vraiment à ton point de pivot et pas au bord. Mais, juste que les lignes suivent les lignes de la traque. C'est tout. La traque n'est pas exactement parfaite. Ça, c'est parce que ça a été fait avec une torche, comme que j'ai mentionné. Ouais. Mais quand on l'a faite, elle a été faite exactement avec le point pivot parce que j'ai inséré une bolt dedans, puis je me suis fait un guide. Oui, c'est exactement. On est comme ça, le même pivot. La traque est parfaite au point de pivot, ça c'est sûr. Mais c'est ton rapporteur il est comme trop bas. Si tu montes ton rapporteur, là, si tu le montes, à la même égalité que ton point de pivot, là, il va chuter parfait. OK. Il faut juste que tu montes ton 0. Il faudrait juste que tu le montes pour que les angles juste comme la bonne angle. Le sel en papier, dans le fond, qu'il faut monter un petit peu. Ouais. Tu le montes pour que le 0, là, ton 180 à un bord puis ton 0 à l'autre. Oui, soit près du bord. Pour que ton 0 dans le milieu, c'est en plein centre de ton point de pivot. Okay. Parfait. Merci beaucoup. Si les autres juges ont des questions, on va prendre des questions rapidement parce que c'est la fin de la période de questions. J'ai pas de questions. Parfait. Non plus. Parfait. OK. Merci beaucoup. Donc, on a fait le tour des présentations pour cette section ici. Donc, les juges, je vais vous demander de revenir dans la room principale. Vous devez juste cliquer sur « Quitter la salle » et « Quitter la séance » en bas à droite de votre écran. Et on va vous réassigner à la salle de délibération où est-ce qu'on va faire les délibérations. Pour le reste, les élèves, vous pouvez revenir dans la salle principale du début, la grande salle où on était au début de la présentation de la journée du design, où on va faire la cérémonie de remise des prix et de clôture à 14h.